Alors déjà, les attaques de l'Iran, on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont inattendues pour une raison simple, c'est que début janvier, il y a eu une attaque terroriste qui s'est passée en Iran et qui a fait 90 victimes. Et c'était dans le cadre d'un pèlerinage qui avait lieu à la mémoire du général Soleimani qui avait été tué le 3 janvier 2020. Donc évidemment, l'Iran a fait une enquête, a essayé de déterminer qui était responsable de cet attentat. Ils ont conclu qu'en fait c'était des groupes terroristes installés dans cette région côté pakistanais, mais également peut-être aidés par des groupes terroristes qui étaient au Kurdistan irakien. Ce qu'ont souligné les Iraniens, c'est que des services spéciaux israéliens opèrent également dans les états-majors de ces groupes terroristes. Donc ça voudrait dire que comme à une certaine époque, les Américains disaient nous collaborons avec des bons terroristes, par exemple en Syrie ou ailleurs, pour réduire à néant le régime de Bachar al-Assad, on sent qu'en fait Israël fait la même chose pour créer le trouble et le chaos en Iran. Mais ils le font loin pour créer des nouveaux fronts de guerre. Et en fait, on sent que le Pakistan, par exemple, qui pour l'instant a un Premier ministre par intérim qui est un militaire, est très très proche des États-Unis, donc très proche de la cause israélienne et donc de l'attitude d'Israël dans la région, et un nouveau front, en fait, il le verrait plutôt d'un bon œil, entre guillemets, puisque ça écarte, entre guillemets, l'attention de l'Iran en direction inverse de celle de la Syrie, où il continue à y avoir énormément d'attentats, et la Syrie n'a pas pu réagir aux attentats qui ont eu lieu en son sein. Mais je rappelle qu'il y a eu l'année dernière une promotion entière d'une académie militaire qui a été massacrée par un attentat. Ça aurait dû faire la une de tous les journaux du monde, puisque c'était des jeunes hommes fraîchement diplômés qui ont été exécutés par des terroristes. Et on sait très bien les empreintes digitales qui sont derrière. Ce n'est pas des petits groupes terroristes qui ont fait ça, c'est des gens qui ont véritablement été aidés, assistés, et la cible a été nommée. De même qu'un général iranien très important a été tué récemment en Syrie, et que des chefs de différentes factions palestiniennes sont sans cesse tués au Liban ou dans différents pays. Et donc on sent qu'il y a une espèce de double mesure, un double standard, c'est-à-dire que quand des attentats terroristes touchent des pays alliés des États-Unis ou de l'Europe, n'importe quelle réaction, même disproportionnée, comme ce qui est en train de se passer à Gaza, où des dizaines de milliers de personnes meurent, ça paraît normal. Mais si les attentats touchent la Syrie, le Liban, l'Iran, l'Irak et autres, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, je pense que ces pays-là disent ce n'est plus acceptable. Et ce que je note, c'est que l'Europe, quand l'Iran réagit, l'Europe, les États-Unis condamnent, alors que la Russie et la Chine disent on va vous aider à y voir clair. Si vous voulez, on peut vous aider à comprendre ce qui est passé et pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Et donc, on a encore une fois deux attitudes avec ceux qui attisent en disant à quelqu'un qui légitimement essaie de répondre à une agression pour dire aux gens arrêtez de faire ça. On sait que c'est vous et on est capable de vous viser. Et le comportement donc, qui attise le feu occidental de dire l'Iran, tout ce que vous faites, c'est mal, et la Russie et la Chine qui disent attention, ne tombez pas dans le piège de l'escalade, on va discuter, on va faire une médiation et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors déjà, il faut savoir que quand les attentats du 7 octobre ont lieu, tout porte à croire que l'Iran n'est pas informé et n'est pas acteur. Donc je sais qu'il y a beaucoup de médias qui essaient de dire que l'Iran fait partie et partie prenante, entre guillemets, des attentats. Tout prouve le contraire. D'une part parce que ça dessert complètement l'Iran,
puisque un chaos et le chaos qui est en train de se passer, les difficultés qui sont maintenant celles de la Syrie, celles du Liban, mais qui sont aussi celles des relations qui deviennent très compliquées avec le Pakistan, alors que c'était relativement simple, ou les groupes terroristes qui agissent depuis le Kurdistan irakien contre l'Iran, on sent que l'Iran est complètement esseulé. Donc il n'avait pas besoin de ça. L'Iran était en train d'organiser, encore une fois, au sein des BRICS, son retour comme une grande puissance économique, comme une grande puissance industrielle, comme une grande puissance pétrolière et gazière, mais également une grande puissance universitaire, une grande puissance artistique, son retour sur la scène internationale. Et les Iraniens avaient tout sauf besoin de ce chaos qui ne sert que les gens qui veulent sans cesse affaiblir l'Iran. Et en réalité, au travers de l'Iran, la cible, c'est toujours la Russie. Alors, il faut se rappeler, c'était encore à l'époque où Donald Trump était président des États-Unis, que quand l'assassinat de Soleimani avait été commandité, donc le 3 janvier 2020, alors qu'il était à l'aéroport international de Bagdad, donc dans une zone qui est censée être protégée par les États-Unis, donc dans une zone où lui, a priori, à part par des actions de militants, il se pensait en sécurité, il a été victime d'une attaque de drones et de drones américains. Eh bien, déjà, on avait vu, alors que c'était Trump qui était au pouvoir, que l'Iran n'avait pas hésité à bombarder des bases américaines et à y faire des dégâts et des victimes. Et dans les victimes, des morts. Alors évidemment, dans ces cas-là, les pays ne parlent pas trop de leurs victimes militaires. Mais on sait que l'Iran réagit. Et là, cette fois-ci, non seulement l'Iran a réagi contre Israël, que l'Iran a désigné comme coupable de l'assassinat de son général qui était un des chefs des gardiens de la Révolution. Alors je rappelle que les gardiens de la Révolution sont appelés groupements terroristes par un grand nombre d'États occidentaux. Donc ce qui justifierait d'assassiner ces gens dans n'importe quelle circonstance. Mais ce n'est pas considéré comme tel par la Russie, par la Chine et évidemment par l'Iran. C'est comme si on disait pour un pays, un grand pays, votre armée est terroriste. Ça sous-entend que le pays est terroriste. Enfin, vous imaginez tout ce que ça sous-entend, c'est ridicule. Donc les Iraniens ont toujours montré qu'ils réagissaient et là ils l'ont fait et conjointement vers plusieurs pays. Puisqu'en à peine quelques jours, ils ont visé des intérêts militaires israéliens, ils ont visé des intérêts militaires américains, ils ont visé des intérêts, semble-t-il, de services spéciaux israéliens et de terroristes au Kurdistan irakien, et ils ont visé le territoire pakistanais, mais ils ont visé des états-majors de groupes terroristes reconnus qui sont créés d'ailleurs depuis les années 2010. Donc pas du tout une cible civile. Alors que la réponse pakistanaise a tué 9 personnes en Iran, dont des femmes et des enfants. Et c'est d'où l'inquiétude des Russes et des Chinois de cet engrenage, entre guillemets, puisque les Iraniens avaient visé des groupements terroristes et des installations terroristes clairement identifiées, alors que le ciblage a été fait en Iran, et on peut s'interroger sur véritablement la nature de la cible, d'autant que l'Iran n'est pas connu pour être un pays qui héberge des groupements terroristes. Puisque pour trouver des terroristes en Iran, les Occidentaux sont obligés de désigner l'armée iranienne. Donc ce qui montre bien que l'Iran n'a pas l'habitude d'opérer de la même manière que ceux qui se déclarent ses ennemis et qui veulent véritablement détruire l'Iran. Donc oui, les États-Unis sont surpris parce que l'Iran n'a absolument pas peur. D'une part parce qu'elle se sent protégée, et je pense qu'ils sont légitimes dans ce sentiment, à la fois par la Russie et par la Chine, qui sont des alliés. Le président Poutine dit toujours que l'Iran n'est pas un allié important, c'est un allié stratégique, avec tout ce que ça veut dire. L'Iran vient de rejoindre les BRICS, et ce n'est pas juste quelque chose de symbolique, c'est quelque chose qui montre que c'est vraiment solide, entre guillemets, l'intention à long terme. Mais surtout, l'Iran a démontré que malgré les embargos terribles qu'ils subissent, c'est un pays qui est
extrêmement puissant, avec des universités et des ingénieurs qui lui ont permis de développer des armes qu'aucun pays occidental n'a. L'Iran fait partie du cercle très restreint des pays qui ont créé des missiles hypersoniques. Alors, déjà, je pense que même si la situation devient compliquée pour le gouvernement Biden aux États-Unis, puisqu'en fait, Donald Trump, donc l'ex-président, caracole en tête dans les sondages et vient de gagner les premières primaires. Donc ils aiment bien l'idée que l'attention soit portée ailleurs qu'aux États-Unis avec tous ces conflits. Et ils savent que l'Iran est une grande puissance militaire régionale. Et si vous notez, en ce moment, dans la mer Rouge, donc en face de l'Iran, juste les Houthis, ils réussissent à créer d'importants dégâts sur la marine commerciale. Mais les Iraniens, ce n'est pas les Houthis. Donc si les Iraniens décident de viser des navires de guerre américains, si les Iraniens décident dans le Golfe Persique d'agir militairement, c'est tout le trafic maritime pétrolier indispensable à l'économie américaine et d'une façon générale à l'économie mondiale qui serait mis à plat. Donc, au-delà de l'inquiétude sur le plan militaire, de la capacité de l'Iran à tuer par milliers les soldats américains qui sont présents dans cette région, on a une crainte terrible à Washington des conséquences économiques d'une guerre ouverte avec l'Iran qui mettrait l'économie mondiale à genoux immédiatement. Parce que les sanctions contre la Russie ont déjà des conséquences gravissimes sur l'Europe. On a un hiver qui est extrêmement froid, donc on va voir comment on va réussir à trouver les ressources gazières, pétrolières nécessaires pour chauffer les Européens et pour faire tourner l'économie européenne. Mais si dans le même temps, il y avait cette guerre au Moyen-Orient qui s'embrasait, ce serait une catastrophe dont, je pense, l'Occident ne se remettrait pas. Et l'Iran le sait très bien. C'est pour ça qu'ils sont aussi braves et courageux, parce qu'en fait, en face d'eux, ils savent qu'il n'y a pas de réaction possible face à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'Iran refuse de se laisser faire. Il y a toujours, il faut faire très attention avec les États-Unis, parce qu'ils manœuvrent extrêmement bien le double langage. Donc ils disent officiellement qu'ils ne veulent pas l'escalade, mais ils créent en permanence toutes les conditions de l'escalade. On voit bien, c'est ce qui s'est passé en Ukraine avec les milliards d'aides et des armes de plus en plus lourdes et à portée de plus en plus grande. Mais pas que celles qui sont livrées par les Américains, également celles que les Américains autorisent à leurs alliés dans le cadre de l'OTAN à livrer à l'Ukraine. On connaît les conséquences, c'est des dizaines de civils russes qui sont atteints dans la région de Belgorod, à Sébastopol, etc. Et là, on peut véritablement parler d'escalade. Et il se passe la même chose avec l'Allemagne, l'Angleterre et la France, qui continuent depuis le début de l'année à assurer qu'ils vont déverser des milliards en Ukraine, en armement, en conseil, en aide logistique, etc. Mais les Russes ne se laissent pas faire. On sait très bien, puisqu'il y a eu des bombardements, y compris sur Kiev, dont on ne connaît pas encore l'étendue des personnes qui ont été atteintes, dont peut-être des hauts commandants américains et OTAN. Il y a toujours un doute sur l'identité des victimes. Mais pour revenir au rôle d'Israël, pas d'Israël, des Américains au Moyen-Orient, effectivement, ils ont un rôle de leader. Puisqu'en fait, ils sont extrêmement proches de l'Égypte, même si l'Égypte rejoint les BRICS. L'Égypte est un pays extrêmement endetté et qui dépend largement des Américains pour la dette, ou indirectement d'ailleurs de l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui rejoint aussi les BRICS, mais qui est extrêmement lié aux Américains. Et comme la Turquie, il y a beaucoup de bases américaines en Arabie Saoudite. Mais vous avez évidemment Israël,
qui est un État américain, à moins que ce soit les États-Unis qui soient 51 États israéliens. Donc la question se pose de temps en temps parce que c'est important de regarder en fait qui est véritablement influent et qui dicte en fait la symphonie musicale de ce qui se passe dans le monde. Et on sent que le chef d'orchestre est peut-être pas autant américain qu'on pense, il est peut-être très influencé beaucoup plus par les intérêts en Israël que les intérêts aux États-Unis. Puisque la position qu'adoptent en permanence les chefs d'État américains, ce n'est pas une position pour leur peuple, c'est véritablement une position pour des industries militaires, pour le monde de la finance, pour etc. Mais on voit bien la misère qui s'installe dans toutes les régions américaines. Avant, c'était que dans les très grandes villes qui attiraient, entre guillemets, les gens et ceux qui échouaient se retrouvaient dans les banlieues. Maintenant, c'est partout la misère. Et donc, les Américains sont un chef de file, mais quand vous mentez sans cesse, vous ne pouvez pas créer une réalité à force de mentir, puisque vous avez face à vous des pays qui restent extrêmement calmes, puisqu'ils savent que le temps va montrer les mensonges de l'adversaire. Et c'est exactement ce qui se passe, grâce en particulier à l'Afrique du Sud, qui est allée à la Cour internationale de justice pour accuser l'État d'Israël de génocide. Et ça met, face à ces contradictions, face à son double langage et face à ses doubles standards, les États-Unis. Parce qu'ils ont beau ne pas reconnaître la Cour internationale de justice, puisqu'ils ne reconnaissent que leur système à eux, ils savent très bien qu'une condamnation d'Israël serait indélébile, puisqu'en fait, tous les pays ont acclamé la Cour internationale de justice quand elle a fait un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et donc vous ne pouvez pas trouver que cette Cour joue un rôle extraordinaire en désignant le président d'un pays comme coupable, dont ne sait quoi d'ailleurs, puisqu'on ne connaît pas véritablement les chefs d'accusation. Ils ont tous été démontrés comme faux de façon flagrante, et on n'a jamais eu d'enquête sur Boutcha qui a été présentée au public. En revanche, ce qui se passe à Gaza, c'est établi, c'est extraordinairement étayé. Les Sud-Africains ont fait un dossier de 84 pages là-dessus. Et donc, les Américains sont coincés. Ils ont montré qu'ils sont en train d'être un soutien abusif d'un pays qui est peut-être en train de commettre ce qui va être appelé génocide. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est pas arrivé qu'un pays fasse ça. Qu'il y ait des actions génocidaires entre des groupes terroristes, oui. Mais là, on a un pays démocratique, allié avec les grandes nations dites humanistes, démocratiques, et qui donne des leçons au monde entier, et qui est désigné par le pays qui, aujourd'hui, a à sa tête les gens qui ont subi l'apartheid, l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que les gens qui désignent Israël sont ceux qui ont subi quelque chose de finalement assez voisin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils le présentent. Mais en disant qu'il n'y avait jamais eu la même cruauté contre les Noirs sud-africains et les coloreds sud-africains par l'apartheid, dans le cadre de l'apartheid, que ce qui est en train de vivre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. D'où la difficulté pour les Américains. Parce que là, le monde entier, même s'ils essayent de ne pas trop le montrer dans les médias, attend le jugement. Alors, les États-Unis, en fait, ils ont deux possibilités, effectivement. Ils ont la possibilité d'agir fermement à l'encontre d'Israël en lui disant « ça ne peut plus durer ». Vous ne vous rendez pas compte de l'impact en termes d'image mondiale. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui disent que le sacrifice des Palestiniens montre au monde entier l'horreur des mensonges et des manipulations des Israéliens, des chefs d'État européens, enfin, des Israéliens, le gouvernement Netanyahou, des chefs d'État européens et du gouvernement actuellement en place aux États-Unis. Donc ça, c'est la première option. Et on sait qu'ils n'iront pas dans cette option,
puisque le gouvernement de Netanyahou a dit que personne ne pourrait l'arrêter et qu'il irait jusqu'au bout. Et au bout, ça veut dire mettre à plat Gaza, vider Gaza, puisque on se doute bien qu'ils ne cherchent pas à tuer les personnes du Hamas. On ne sait même pas comment ils pourraient le faire, vu qu'ils attaquent avec des avions. De comment est-ce qu'on peut faire du ciblage correct quand on attaque avec des avions. Et même qu'une fois que des immeubles et des zones entières sont sous le contrôle des Israéliens et qu'ils savent qu'il n'y a plus aucun tunnel, ils continuent à aplatir les immeubles. Les assemblées, les commissariats, les écoles, la Cour constitutionnelle. Ils détruisent tout. Donc ils ont des intentions qui ne sont pas celles qui ont été affichées. Ça, c'est la première chose. Et l'autre fermeté, ce serait d'empêcher des pays comme l'Iran de réagir, empêcher des pays comme le Liban ou la Syrie de réagir. Et ça, on voit que ce n'est plus possible, parce que ces pays savent bien que si, cette fois-ci, comme la Russie l'a fait, face à l'avancée de l'OTAN en Ukraine, si à un moment on ne dit pas non, on est voué à disparaître. Et les pays en question savent que si, cette fois-ci, ils ne disent pas non à cette avancée, à ces actions terroristes, quand même, début janvier, attentat terroriste, 90 morts en Iran, c'est pas rien. On n'a pas souvent eu 90 morts par un attentat terroriste en France. C'est considérable. Évidemment, si on avait ça, ce serait un choc terrible en France. Vous vous rappelez les attentats de Charlie Hebdo, on ne parle pas de 90 morts, on parle d'une vingtaine de morts. Ça fait le tour du monde. Donc, ces pays subissent des attentats terroristes. Ils savent que les empreintes digitales de grandes démocraties occidentales sont présentes dans les attentats terroristes. Donc, ils réagissent. Et ils disent, d'une certaine manière, n'allez pas plus loin, vous ne nous faites plus peur. Parce qu'on sait que si on ne se bat pas bravement contre vous, de toute façon, vous allez transformer notre pays en un chaos, comme l'est aujourd'hui la Libye, par exemple. Puisque c'est exactement ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, c'est un pays qui est livré à lui-même. Nasrallah, le Hezbollah, le chef du Hezbollah, quand il s'est exprimé pour la première fois, après plus de 5 semaines de combats où on voyait des hôpitaux bombardés, des enfants amputés, on voyait une mort vraiment se répandre dans Gaza comme une traînée de poudre, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il ait des paroles extrêmement fermes et éventuellement qui décident de déclarer la guerre ouverte et totale contre Israël. Et il n'est pas tombé dans le piège. Au contraire, extrêmement sagement, il a dit que le Hezbollah agissait avec fermeté, donc réagissait en permanence, mais qu'il n'avait pas envie d'un embrasement de la région. Et il ne l'a pas dit comme quelqu'un qui a peur. Il a affirmé que tous les moyens, toutes les solutions étaient préparées, anticipées, que ce soit par la mer, par les airs, par la terre, pour agir avec la plus grande fermeté. Mais encore une fois, on a une guerre militaire et une guerre de communication. Est-ce que la plupart des pays de la région ont compris, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran, même l'Arabie Saoudite et évidemment la Russie et la Chine, qu'il faut conquérir les opinions publiques. Et pour conquérir les opinions publiques, les actions de calme, d'appel au calme, d'apaisement de ces pays qui sont présentés sans cesse comme des États barbares par un pays face à des pays qui se comportent comme des barbares. On a vu les guerres menées par les États-Unis en Yougoslavie, on a vu les guerres menées par les États-Unis en Irak, ce sont des guerres extraordinairement barbares. Et là, on a les pays qui sont présentés comme l'axe du mal et qui réagissent avec beaucoup de décence, avec beaucoup de modération, avec beaucoup de pondération, alors qu'elles sont toutes militairement capables d'être extrêmement fortes. Donc je ne crains pas un embrasement de la région qui viendrait par les pays qui sont présentés comme des États terroristes ou négatifs, parce qu'au contraire, ce sont des pays qui veulent le bien de leur peuple, qui veulent le bien de l'humanité et qui veulent l'apaisement. Ce sont aujourd'hui
les pays qui ont fait croire pendant très longtemps qu'ils étaient le camp de la paix, qui font absolument l'inverse. Et le chef de file mondial en ce moment est clairement l'État d'Israël mené par Netanyahou. Et on voit bien que les États-Unis se mettent complètement dans le sillage d'Israël, de la même manière que les pays européens, qui sont un relais aujourd'hui très fort aux États-Unis contre la Russie par Ukraine interposée, puisque l'Ukraine, en fait, n'est qu'un pantin de l'OTAN et des États-Unis pour essayer de fragiliser la Russie jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainienne. Les Houthis, déjà, il faut savoir qu'ils sont depuis de nombreuses années dans une espèce de guerre interne dans laquelle à la fois les Iraniens, mais également les Occidentaux et l'Arabie saoudite ont été largement impliqués. Dans le cadre des efforts de paix de la Chine, de la Russie et d'une implication de plus en plus personnelle de Ben Salman, l'Arabie saoudite a obtenu un apaisement dans cette région. Et donc pour le Yémen, c'était, on pensait, une période où ils allaient pouvoir se reconstituer, respirer, etc., puisque le pays a été très largement détruit. Il y avait une famine considérable dont on parlait très peu dans les médias occidentaux. Et au contraire, les Houthis, qui ont une position géographique très particulière, puisqu'ils sont en fait à la corne, ce qu'on appelle un peu la corne de l'Afrique, en fait, en face de la Somalie, et c'est le point d'entrée pour le détroit, vers le détroit, le canal de Suez, en fait. Et donc tout le commerce maritime mondial qui va de l'Asie vers l'Europe, mais également vers la Turquie et vers Israël, passe par là. Et les Houthis ont dit, nous, on n'a pas la possibilité de frapper Israël pour aider nos frères palestiniens qui sont abandonnés par le reste du monde, mais on peut frapper l'économie israélienne. Et donc ils ont déclaré que tous les navires qui étaient liés d'une manière ou d'une autre à l'État d'Israël allaient être attaqués et arraisonnés. Ce qu'ils ont fait immédiatement, ils ont joint le geste à la parole. Et donc les grandes compagnies internationales, dans le doute, puisqu'il y a toujours des cargaisons qui peuvent être liées à Israël, etc., ont décidé de rerouter le trafic international. Ça veut dire 2 semaines de plus pour énormément de bateaux. Mais ça veut dire aussi moins de trafic par le canal de Suez, donc moins de revenus, etc., etc., des problèmes pour les denrées périssables qui voyagent comme ça. Et donc les Houthis ont réussi. Et ils ont réussi à tel point que, entre guillemets, une coalition internationale s'est formée très rapidement, ce qui était choquant, puisqu'il n'y a aucune coalition occidentale qui s'est formée pour imposer la paix aux Israéliens et aux Palestiniens à Gaza. Donc pour sauver l'humanité, ils ne font rien. Mais pour sauver l'économie de leur pays, immédiatement, ils ont mis une énorme force militaire en place face aux Houthis et qui ne se sont pas laissés du tout impressionner. Au contraire, ils continuent à bombarder des bateaux qui s'aventuraient et dont les propriétaires sont autres, parce qu'ils savent très bien que cette fois-ci, l'embrasement aura véritablement lieu. Les Houthis, ce n'est pas les Palestiniens. Ils sont aguerris par des années de guerre. Ils ont pu continuer à avoir énormément d'armes qui étaient livrées, et encore plus au cours des derniers mois, puisqu'il y avait moins d'embargo, de blocus, etc. Donc les Houthis sont préparés à une guerre. Ils sont réellement préparés. Et ils sont des millions. Ce n'est pas des milliers de personnes. C'est des grosses armées préparées. Et surtout, le Yémen, c'est un pays très particulier pour les musulmans du monde. C'est un des pays d'origine de la religion musulmane. Donc à un moment, il va y avoir forcément une cristallisation de ce sentiment de guerre de l'Occident, et en particulier pour protéger l'État d'Israël contre les musulmans du monde entier.
Et ça va poser un problème. C'est un problème qui grandit et qui a commencé véritablement à devenir insupportable avec ce que vivent les Palestiniens. Et donc, d'où cette attaque de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, mais qui le deviendrait si les Yéménites, qui donc se sont engagés aux côtés des Palestiniens, comme les Américains se sont engagés aux côtés des Israéliens. C'est des jeux d'alliance, entre guillemets, ce qui sont tout à fait normales. Et ils utilisent les sanctions économiques. Et là, on leur dit, vous n'avez pas le droit. Alors que je vous rappelle que la Russie s'est fait confisquer des centaines de milliards d'euros et de dollars, a subi les sanctions économiques les plus terribles, les embargos les plus terribles, sortis du SWIFT, etc., parce qu'ils étaient dans une opération spéciale face à l'Ukraine, et le Yémen n'aurait pas le droit. Donc c'est toujours ces doubles standards, cette double mesure qui est insupportable et inacceptable. Et donc les Houthis, d'une certaine manière, disent non. Non seulement l'Arabie saoudite s'est retirée du conflit, donc a arrêté toute action contre le Yémen et en particulier contre les Houthis, mais il y a eu des déclarations officielles faites par le gouvernement d'Arabie saoudite qui condamnaient toutes les actions menées par les Occidentaux à l'encontre des Houthis. Parce que, encore une fois, quand il y avait ces problèmes entre Arabes, musulmans, Perses au Yémen, quelque part, c'était quelque chose qui se passait en famille. Alors il y avait des fournitures d'armes par les Occidentaux, mais ce n'était pas directement les Occidentaux qui tuaient des musulmans. Là, l'Arabie saoudite ne peut pas accepter, c'est impossible qu'elle accepte que pour des raisons de blocus économique, on mette à nouveau en danger une civilisation entière. Parce que la civilisation, les Yéménites, ont souffert de beaucoup d'années de guerre. Donc s'ils commençaient à être bombardés par une coalition occidentale, ce serait immédiatement catastrophique pour ce pays. Ce serait des morts par dizaines ou centaines de milliers immédiatement. D'abord parce qu'il y a des concentrations très fortes de la population dans certaines zones où sont également présents les armées. Et on sait très bien que quand l'Occident attaque quelque part, il rase tout. C'est des dizaines de milliers de missiles. On voit ce qui s'est passé avec Gaza. Et là, c'est Israël qui agit. Mais on se rappelle des images de la Libye, encore plus de la Yougoslavie, évidemment les images de l'Irak qui ont été détruites, enfin Bagdad, c'est des millions de morts en Irak, sous les effets de l'invasion américaine. Donc, ce n'est pas possible et les pays arabes, à commencer par l'Arabie saoudite, disent non. Néanmoins, on sait très bien que l'Occident n'a aucune retenue dans de telles actions. Et là, en l'occurrence, encore une fois, comme ça a lieu assez loin d'Israël, on peut imaginer le type de pression qu'ils subissent pour attaquer le Yémen. Donc, moi, j'attends avec une forme d'inquiétude ce qui pourrait se passer là-bas. Je pense que le poids de l'Arabie saoudite, de la Chine et de la Russie pour calmer les velléités de certains pays est très fort, très sûr, mais ils ne sont pas très présents dans cette région du monde. Il n'y a pas de base, puisqu'en fait les Chinois et les Russes allaient ouvrir une base militaire au Soudan. Et je vous rappelle qu'un peu après l'annonce de l'ouverture future des bases chinoises et russes au Soudan, il y a eu une espèce de révolution au Soudan. Ce qui fait qu'en fait, géographiquement, ces pays ne sont pas présents pour stabiliser cette région. Ce n'est pas le cas des Américains, des Français ou des Anglais qui sont omniprésents à cet endroit-là. Et donc voilà, mais les Houthis n'ont pas peur et ils continuent à agir comme le dicte, entre guillemets, leur alliance avec les Palestiniens. Le Pakistan, c'est un des pays les plus peuplés de cette région. Le Pakistan, c'est également un pays qui a une armée considérable, puisqu'il y a des tensions permanentes avec son voisin qui est l'Inde.
Mais le Pakistan, depuis quelques années, entretient des relations de plus en plus privilégiées, et ce qui était tout à fait nouveau, y compris avec son Premier ministre par intérim qui est militaire, avec la Russie, évidemment avec la Chine, puisque c'est un pays qui est important en fait, pour les routes commerciales de la Chine, comme l'Afghanistan qui est également très déstabilisé dans cette région. Donc je ne pense pas. Je pense que ces pays vont réussir à calmer le Pakistan, puisque la rue pakistanaise, elle est particulièrement frustrée de toutes ces espèces de révolutions de palais qui font que le Premier ministre naturel, qui serait Imran Khan, a d'immenses difficultés, il est emprisonné, il est vraiment attaqué de toutes parts, alors qu'il est le choix du peuple. Et donc je pense que la junte militaire au pouvoir sait très bien que si elle se mettait véritablement à montrer qu'elle n'est qu'un pantin des actions des Américains et en l'occurrence d'Israël, il y aurait une révolution assez rapide. D'une part, parce que je ne pense pas que les Iraniens soient complètement absents aussi des jeux politiques qui ont lieu au Pakistan. Il est évident que la Russie, depuis les 2 dernières années, parle régulièrement. On a eu beaucoup de visites. On a même eu Vladimir Poutine qui allait au Pakistan. Donc la Russie a une vraie écoute du Pakistan. Et donc, ils ont la capacité de calmer tout de suite cette situation. Et encore une fois, le Pakistan, c'est un pays musulman. Et il y a évidemment le côté musulman qui joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musulmans du monde entier observent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe et leur foi prend une place réelle dans les décisions politiques. Ce qui était moins le cas traditionnellement au Pakistan. C'est-à-dire que c'était un pays qui était gouverné de façon très laïque. Et on sent que là, ça va plus se passer comme ça. Et donc, évidemment, le peuple pakistanais va refuser que le pays agisse à l'encontre, entre guillemets, des principes fondamentaux de la religion. Donc je ne pense pas que le danger viendra de là. Mais c'est clair qu'il y a des étincelles en ce moment. La situation à Gaza, elle est invivable. Elle est inacceptable. Elle est impossible. Depuis bientôt 3 mois et demi, 2 300 000 personnes qui vivaient déjà dans un ghetto que beaucoup décrivent comme la plus grande prison du monde, un ghetto sous blocus dans lequel le pays qui organise le blocus s'assurait que seule la nourriture vitale, les quantités vitales, mais pour une vie au quotidien, pas même pour faire des stocks de réserve, étaient approvisionnées, a coupé l'approvisionnement en eau, a coupé l'approvisionnement quasiment dans tous les médicaments, a tué des dizaines de journalistes, a tué des milliers d'enfants, en a blessé des dizaines de milliers, a tué des milliers de femmes, d'adultes. On parle de 30 000 morts, mais beaucoup d'organisations humanitaires disent que les chiffres sont vraisemblablement bien plus élevés, 50, 60, 70 000 morts. Il y a des charniers qui sont trouvés quotidiennement avec des gens qui ont été tués par balles, plus des gens qui ont été tués par bombes. On a même vu l'armée israélienne tuer ses propres otages. Et ça, tout le monde en a parlé parce qu'elle tuait ses propres otages qui étaient seuls et qui avaient été libérés. Et donc, ils fuyaient vers l'armée, ils ont été tués. Donc, on imagine le nombre de personnes qui sont mortes. On sait très bien que beaucoup de corps sont ensevelis de façon très précaire, soit dans les immeubles, soit dans des charniers. Il n'y a plus d'administration à Gaza pour comptabiliser quoi que ce soit. Cette zone dans le monde est complètement abandonnée à elle-même. Les journalistes même d'Al Jazeera, qui sont pourtant bien signalés, presse, casques de combat, gilets pare-balles, etc., se font tuer. Leurs voitures sont ostensiblement visées. Donc la situation à Gaza ne s'améliorera que quand l'Occident dira
ça suffit. Et pour l'instant, ils ne font pas ça, ils ne font qu'encourager. Il y a 2 jours, le président Macron, pour parler de son nouveau gouvernement, etc., a annoncé qu'il allait ériger un monument et faire une cérémonie pour les victimes du 7 octobre. Et je comprends ça. Je comprends que les victimes civiles du 7 octobre, on puisse faire une cérémonie, etc. Mais en France, depuis le début de l'opération de Gaza, on ne parle que de ça. Le président français n'a pas eu un mot pour les victimes palestiniennes. Il n'a pas eu un mot pour la famine à Gaza. Il n'a pas eu un mot pour les assassinats, les exactions par les colons en Cisjordanie. Il n'a pas eu un mot pour les maternités, les écoles qui sont détruites là-bas. C'est-à-dire que même les gens qui survivent, ils survivent avec un traumatisme psychologique terrible, parce qu'ils ne peuvent plus dormir, c'est les bombes incessantes, parce que leurs familles sont toutes victimes, parce que le monde les a abandonnés, parce que personne ne réagit. Donc la situation à Gaza, elle ne pourra pas changer tant que nos pays, en Occident, on aura des psychopathes à leur tête. Et évidemment, par chance, la Russie ou la Chine essaient d'agir diplomatiquement, calmement, comme l'Iran, comme le Liban, pour empêcher l'escalade qui est souhaitée par ces gens-là. Parce que le seul moyen d'aider, encore une fois, le peuple palestinien et ceux qui souffrent à Gaza, c'est une prise de conscience des opinions publiques internationales, prise de conscience qui est aidée par l'action de l'Afrique du Sud, qui est le pays qui a subi l'apartheid, à la Cour internationale de justice à La Haye, à l'encontre d'Israël pour génocide. Et donc aujourd'hui, entre les mains, sous la plume des juges de La Haye, il y a une décision fondamentale. S'ils décident d'écouter les arguments présentés par l'Afrique du Sud, qui me semblent être incontestables, ils condamneront Israël, et alors la face du monde va changer. S'ils décident de céder aux pressions terribles qu'ils subissent, pression de Washington, pression des Occidentaux, menaces, etc., alors des choses terribles vont arriver. Ces gens-là, aujourd'hui, ont une influence considérable. La Troisième Guerre mondiale, elle est en route depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que quand la Russie, quand l'URSS est devenue Russie, les Américains ont cru qu'ils allaient réussir, avec les anglo-saxons et le reste des Européens, à dépecer entièrement la Russie et en faire finalement un endroit où ils allaient aller servir en pétrole, en gaz, en femmes, en ce qu'ils voulaient, en icônes, en tableaux, etc. Sauf que la Russie s'est redressée pendant les années Poutine et son équipe avec Lavrov, maintenant Michoustine, Medvedev, etc. est devenu un véritable acteur pour essayer de contrecarrer cette vision hégémonique du dollar, cette vision hégémonique de l'Occident, donc des Occidentaux d'Israël et des Européens, qui veulent dicter au monde une certaine manière de voir les choses. Et on voit bien avec ce qui se passe à Gaza qu'en réalité Israël a un rôle bien plus important qu'on imaginait. Beaucoup, beaucoup plus important. Puisqu'ils peuvent agir en réalité à leur guise, à l'intérieur du monde et devant toutes les caméras du monde. Et donc la guerre mondiale, elle a lieu, elle est économique, elle est militaire par l'intermédiaire de l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de foyers de guerre et de tensions de par le monde. Ce qui s'est passé avec le changement de président en Argentine va avoir des conséquences. Les élections à venir au Mexique vont avoir des conséquences. On a vu le risque de guerre civile au moment du changement de président au Brésil et de contestation des élections. Donc, ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ce qui se passe contre Trump, mais finalement contre tous les Américains en ce moment,
aura des conséquences. Les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'une guerre civile. En réalité, les seuls pays qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, loin d'une troisième guerre mondiale, sont les pays qui sont la cible de cette troisième guerre mondiale. La Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, ce sont tous des pays qui essayent de se développer, de se stabiliser économiquement. Évidemment, j'oublie des pays, mais j'ai parlé des principaux. Et le monde hégémonique dollar, pour simplifier, ne le supporte pas. Parce que parmi les actions de ces pays, c'est de rendre leur monnaie forte et de commercer en dehors du chemin du dollar. Et si ça arrivait, ce serait la fin, entre guillemets, du modèle américain. Et ça, les Américains ne peuvent le supporter. Donc cette troisième guerre mondiale a lieu depuis que la Russie, véritablement, a décidé de refuser ce modèle de la monnaie américaine, ce modèle qui dicte au monde entier la manière avec laquelle il a le droit d'agir.